Je n'ai jamais cru au récit d'expériences de mort imminente jusqu'à ce que je meure moi-même pendant l'éclipse. Je m'appelle Dr Sophie Dubois et je suis une astronome de 45 ans qui a passé les 20 dernières années à étudier le cosmos depuis des observatoires du monde entier. Ce qui m'est arrivé le 7 septembre 2025, pendant l'éclipse de lune de sang, a changé tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand la conscience quitte le corps? Ce que j'ai vécu pendant ces 8 minutes de mort clinique a révélé que la chronologie de l'ADN qu'on nous enseigne toute notre vie est complètement fausse. Que tout ce que nous pensons savoir sur les origines humaines nous a été délibérément caché. Ce que je vais partager va remettre en question chaque hypothèse scientifique que vous avez jamais eue sur la connexion entre la génétique et la conscience elle-même. J'ai toujours été une femme de science, quelqu'un qui ne croit qu'en ce qui peut être mesuré, calculé et prouvé. Mes collègues de l'Observatoire de Haute-Provence me connaissaient comme la sceptique qui levait les yeux au ciel dès que quelqu'un mentionnait quoi que ce soit de surnaturel. Pendant les réunions de faculté, quand le docteur Moreau parlait de la conscience existant au-delà du cerveau, ou que le professeur Leroy partageait des histoires sur les visions psychiques de sa grand-mère, je souriais poliment, mais intérieurement, je rejetais tout cela comme de la pensée magique. Ma vie était bâtie autour de faits, de données et de la merveilleuse prévisibilité de la mécanique céleste. Je suis né à Lyon, élevé par 2 parents physiciens qui ont encouragé ma curiosité sur l'univers dès mon plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, j'avais mon propre télescope et je suivais les lunes de Jupiter. À 16 ans, j'étais déjà accepté au programme d'astrophysique de l'École normale supérieure avec une bourse complète. Mes professeurs plaisantaient en disant que j'avais de la poussière d'étoiles dans les veines plutôt que du sang. J'ai voyagé dans le désert d'Atacama au Chili pour observer les supernovas, passer des mois en Antarctique à étudier les radiations cosmiques et travailler directement avec l'ESA sur plusieurs missions dans l'espace lointain. Intro-end. Ma spécialité était la recherche solaire, en particulier l'étude de la manière dont les éruptions solaires et les éjections de masse coronale affectent le champ magnétique terrestre. J'avais publié plus de 43 articles évalués par des pairs, et j'étais considéré comme l'une des principales expertes mondiales en interaction solaire terrestre. Mais il y avait quelque chose de différent avec 2025. Le télescope. James Webb nous envoyait des images qui laissaient perplexe toute la communauté astronomique. Nous voyions des galaxies qui semblaient être plus anciennes que l'univers lui-même. Des formations d'étoiles qui défiaient notre compréhension actuelle de la physique et le plus troublant de tout, ce qui semblait être des structures artificielles dans l'espace profond qui ne pouvaient être expliquées par aucun phénomène naturel que nous connaissions. Je me souviens d'être assise dans mon bureau à l'observatoire juste 3 semaines avant l'éclipse, fixant ces images impossibles sur l'écran de mon ordinateur. Mon assistant de recherche, Thomas, entra avec son café habituel de l'après-midi et me trouva complètement absorbé par les données qui remettaient en question tout ce que j'avais appris dans ma carrière. « Docteur Dubois, vous fixez cette même image depuis 3 heures, dit-il en posant ma tasse. Qu'est-ce que vous voyez? Que nous ne voyons pas. Je pointais du doigt vers une section de l'image où ce qui ressemblait à un motif géométrique était clairement visible parmi les étoiles. Cette structure ici, Marcus, elle est parfaitement symétrique. La nature ne crée pas de symétrie parfaite à cette échelle cosmique. C'est soit la coïncidence la plus incroyable de l'histoire universelle, soit nous regardons quelque chose qui a été intelligemment conçu. Thomas se pencha par-dessus mon épaule, ajustant ses lunettes pendant qu'il étudiait l'écran. Conçu? Et par qui? Et pourquoi serait-ce là-haut? C'était la question qui m'empêchait de dormir depuis des semaines. Réfléchissez-y, et si l'univers n'était pas simplement une collection aléatoire de matière et d'énergie? Tout ce que j'avais appris dans ma carrière de 20 ans me disait que ce que je voyais était impossible. Mais les données ne mentaient pas,
Il y avait des structures massives là-haut, dans le vide cosmique, qui semblaient être artificielles, et elles étaient incroyablement anciennes. Plus anciennes que la Terre, plus anciennes que notre système solaire, possiblement plus anciennes que notre galaxie elle-même. Ma vie personnelle était aussi organisée et prévisible que mon travail professionnel. Je vivais dans une maison confortable à Marseille avec mon mari Pierre, un ingénieur logiciel qui partageait ma vision du monde logique et scientifique. Nous étions mariés depuis 12 ans et il comprenait ma passion pour l'astronomie même, quand cela signifiait que je disparaissais pendant des jours entiers lors d'événements célestes importants. Pierre et moi passions nos soirées sur notre terrasse arrière, lui programmant sur son ordinateur portable pendant que j'observais le ciel avec mon télescope personnel. Nous discutions des dernières découvertes de diverses missions spatiales ou débattions de théories sur la matière noire et l'énergie noire pendant le dîner. Notre vie était confortable, rationnelle et complètement ancrée dans le monde physique. Ma sœur Camille, infirmière praticienne à Nice, me taquinait sans cesse sur le fait que j'étais trop concentré sur des étoiles lointaines, alors qu'il y avait tant de beauté et de mystère ici même sur Terre. Elle essayait toujours de me faire explorer la méditation ou le yoga ou quelque sorte de pratique spirituelle. « Sophie, tu passes tout ton temps à regarder le cosmos, mais tu ne regardes jamais vers l'intérieur, » disait-elle pendant nos rendez-vous café mensuels. « Il y a tout un univers à l'intérieur de la conscience humaine que tu ignores complètement. » Je riais et lui disais que je trouvais tout l'émerveillement dont j'avais besoin en regardant à travers un télescope la beauté infinie de l'espace. Les étoiles étaient ma cathédrale, disais-je, et la physique était ma religion. Je croyais sincèrement que la conscience n'était rien de plus que des impulsions électriques dans le cerveau, et quand le cerveau mourait, tout devenait simplement noir pour toujours. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'univers était sur le point de me prouver spectaculairement le contraire. Le 7 septembre 2025 allait devenir le jour qui a tout changé. J'avais suivi cette éclipse particulière depuis plus de 3 ans. Ce n'était pas n'importe quelle éclipse, c'était ce que les astronomes appellent une super éclipse de lune de sang, combinée à un alignement planétaire rare. La Lune allait passer à travers l'ombre de la Terre, devenant rouge profond, tandis que simultanément Jupiter, Mars et Vénus s'aligneraient dans ce que les anciens astronomes appelaient une grande conjonction céleste. Ce type d'événement combiné se produisait peut-être une fois tous les quelques siècles, et j'avais calculé que l'emplacement d'observation optimal serait l'observatoire de Haute-Provence, loin des lumières de la ville, avec des conditions atmosphériques parfaites pour l'observation et la mesure. J'avais passé des mois à me préparer pour cette nuit, calibrant des équipements spécialisés, coordonnant avec des collègues du monde entier et installant des dispositifs de mesure qui enregistreraient les fluctuations électromagnétiques pendant l'éclipse. Ce n'était pas qu'une simple observation pour moi. Cela allait être une recherche révolutionnaire sur la façon dont les alignements célestes rares pourraient affecter le champ magnétique terrestre et potentiellement même la conscience humaine elle-même. Je ne savais pas que j'étais sur le point de devenir le sujet de ma propre recherche. Pierre s'inquiétait de me voir monter seul à l'observatoire avec tout cet équipement coûteux. « Sophie, tu vas être là-haut toute la nuit toute seule, au milieu de nulle part. Et si quelque chose arrive à la voiture, ou si tu as un accident avec tout cet équipement lourd ?» J'ai embrassé son front et j'ai souri avec confiance. « Chérie, j'ai fait cela des centaines de fois. En plus, c'est littéralement un événement unique dans une vie. J'ai besoin d'une concentration complète pour tout capturer correctement. Et tu sais, comme cela peut être distrayant quand les gens parlent pendant des observations délicates. Promets-moi simplement de donner de tes nouvelles toutes les 2 heures pour que je sache que tu vas bien, dit-il. Bien que nous sachions tous les deux qu'une fois l'éclipse commencée, je serais complètement absorbé par mon travail. Le trajet vers l'observatoire de Haute-Provence, le soir du 6 septembre, était absolument magnifique. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange brillant et de violet profond. Je sentais cette excitation familière monter alors que je serpentais sur les routes de montagne,
sachant que j'étais sur le point d'assister à quelque chose de vraiment extraordinaire. J'arrivais à mon site d'observation soigneusement sélectionné juste au moment où les dernières lueurs s'estompaient à l'horizon ouest. J'ai passé les 4 heures suivantes à installer méthodiquement mon équipement. 2 télescopes haute puissance, un pour l'observation visuelle directe et un connecté à mon système d'imagerie numérique, un spectromètre pour analyser le spectre lumineux pendant l'éclipse et plusieurs capteurs électromagnétiques pour mesurer les fluctuations de champ. À minuit, tout était parfaitement calibré et prêt. La Lune commençait juste son approche vers l'ombre de la Terre, et je pouvais déjà ressentir ce sentiment d'anticipation cosmique qui venait toujours avec les événements célestes majeurs. Il y a quelque chose de profondément humiliant à regarder la mécanique du système solaire se dérouler en temps réel, ces objets massifs dansant à travers l'espace selon des lois gravitationnelles qui gouvernent l'univers depuis des milliards d'années. Alors que l'éclipse commençait, je prenais des mesures et des photographies toutes les 30 secondes, documentant chaque phase du voyage de la Lune dans l'ombre de la Terre. La Lune se transformait graduellement de sa couleur argentée normale à ce rouge profond caractéristique qui donne aux lunes de sang leur nom si évocateur. Puis j'ai remarqué quelque chose qui a fait s'emballer mon esprit scientifique. Quelque chose d'inhabituel dans cette éclipse particulière. Mes capteurs électromagnétiques captaient des lectures que je n'avais jamais rencontrées en plus de 2 décennies d'observation solaire. Les chiffres sur mes écrans fluctuaient selon des schémas qui ne correspondaient à rien dans la littérature scientifique que j'avais mémorisée. Imaginez voir vos instruments détecter quelque chose que la science affirme ne pas pouvoir exister. J'ai appelé ma collègue Dr Isabelle Bernard au CNES. Isabelle, surveillez-vous ces lectures électromagnétiques. Mes capteurs montrent des fluctuations qui sont complètement en dehors de nos modèles prédictifs. Sophie, nous obtenons des lectures anomales similaires dans les stations de surveillance à travers toute l'Europe. Quoi que ce soit qui se passe pendant cette éclipse, cela affecte le champ magnétique de la Terre de façon que nous n'avons jamais documentée. Les schémas sont différents de tout ce que nous avons vu auparavant. J'ai raccroché et me suis reconcentré sur mes observations avec une intensité renouvelée. La Lune était maintenant profondément dans la totalité, brillant comme un œil rouge, géant, suspendu dans le ciel étoilé. L'alignement avec Jupiter, Mars et Vénus était absolument parfait, créant une configuration céleste qui ne serait plus visible avant 187 ans. À exactement 2h09, alors que l'éclipse atteignait son apogée, je regardais à travers mon télescope principal quand j'ai ressenti une étrange sensation de picotement se propager dans ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était simplement l'adrénaline et l'excitation d'assister à un événement si extraordinaire. Mais le picotement s'est rapidement intensifié en une douleur aiguë et écrasante. Je me suis écarté du télescope et j'ai pressé ma main sur ma poitrine. La douleur devenait insupportable, irradiant dans mon bras gauche et remontant jusqu'à ma mâchoire. Même à travers ma concentration scientifique, j'ai immédiatement reconnu ces symptômes classiques. Je faisais un infarctus massif au moment précis du pic de l'éclipse. Ma première pensée n'était pas la peur, c'était de la frustration. De tous les moments possibles pour que cette crise médicale survienne, pourquoi maintenant ? Pourquoi pendant l'observation astronomique la plus importante de toute ma carrière? J'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler à l'aide, mais la douleur était si intense que mes mains tremblaient de manière incontrôlable et j'ai regardé impuissant tandis qu'il dégringolait le long de la pente rocheuse. J'ai essayé de me stabiliser contre mon équipement, mais mes jambes devenaient faibles et chancelantes. La douleur dans ma poitrine était comme si quelqu'un écrasait mon cœur dans un point géant, serrant plus fort à chaque battement irrégulier. Je pouvais sentir mon pouls devenir erratique, sautant des battements, puis s'emballant frénétiquement, puis ralentissant jusqu'à un rythme presque imperceptible. J'ai levé les yeux vers la lune de sang une dernière fois, sa lueur rouge, profonde, semblant pulser en parfaite synchronisation avec mon cœur défaillant. Tout ce pourquoi j'avais travaillé,
Tout ce que j'avais étudié, catalogué et publié semblait soudain insignifiant comparé à cette simple crise biologique qui se déroulait dans ma poitrine. Puis, alors que l'éclipse atteignait son pic absolu à exactement 2h09 du matin, mes jambes ont complètement lâché. Je me suis effondré à côté de mon télescope, le visage tourné vers la beauté impossible de la lune éclipsée entourée de planètes parfaitement alignées. La douleur écrasante dans ma poitrine s'est arrêtée brusquement. Tout s'est arrêté. La douce brise nocturne, le bourdonnement de mon équipement électronique, même ma propre respiration laborieuse. Il y a eu un moment de silence complet, d'immobilité complète, comme si l'univers entier s'était soudain arrêté pour témoigner de ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Alors que les secouristes m'emmenaient à l'hôpital et que l'équipe médicale luttait pour me garder en vie, alors que le dernier souffle quittait mes poumons et que le moniteur de mon cœur devenait silencieux, je m'attendais aux ténèbres, je m'attendais au néant. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me retrouver debout dans ma chambre d'hôpital, regardant vers le bas mon propre corps, sans vie, tandis que l'équipe médicale travaillait frénétiquement pour me ranimer. Mais je n'étais pas seul. En quittant mon corps, j'ai réalisé qu'il y avait une présence avec moi, un être de pure lumière et d'amour que je n'avais jamais rencontré auparavant. La chambre d'hôpital a commencé à s'estomper et je me suis trouvé en train de me déplacer à travers ce que je ne peux décrire que comme un tunnel d'étoiles et de galaxies en spirale. Mais ce n'étaient pas les points lumineux distants que j'avais étudiés à travers les télescopes toute ma carrière. C'étaient des entités vivantes et respirantes de conscience, chacune pulsant avec une connaissance et une sagesse au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Imaginez la plus belle symphonie que vous ayez jamais entendue, puis multipliez-la par l'infini. C'est ce que ce tunnel représentait. Il n'était pas sombre comme je l'avais lu dans d'autres témoignages. Il était rempli de couleurs qui n'existent pas dans notre spectre visible, de sons qui résonnaient non pas dans mes oreilles, mais dans mon âme même. Puis tout a changé. J'ai émergé dans ce que je ne peux appeler qu'une bibliothèque cosmique, un lieu où la connaissance elle-même semblait exister comme une entité vivante et respirante. L'être de lumière qui m'avait guidé ici a pris une forme plus distincte, bien qu'encore radieux au-delà de toute description. Je savais instinctivement que c'était un messager divin, envoyé pour me montrer des vérités qui changeraient à jamais ma compréhension de notre existence. « Tu as passé ta vie à étudier les étoiles », m'a communiqué l'être, non pas par des mots, mais par transmission directe de pensées et d'émotions. Mais tu n'as jamais vu la véritable histoire écrite dans ton propre ADN. Soudain, l'espace autour de nous s'est transformé en ce que je ne peux décrire que comme l'affichage holographique le plus avancé que j'ai jamais vu. Mais ce n'était pas de la technologie telle que nous la comprenons. C'était la création elle-même, me montrant ses secrets. Chronologie après chronologie sont apparus devant moi, chacune plus choquante que la précédente. Vos scientifiques croient connaître les origines humaines, a continué l'être. Ils parlent d'un seul exode d'Afrique, d'évolution linéaire. Mais la vérité est bien plus extraordinaire. Ce que j'ai vu ensuite a complètement brisé tout ce que je croyais savoir sur l'histoire humaine. La chronologie montrait non pas une, mais plusieurs vagues d'expansion humaine depuis l'Afrique, commençant non pas il y a 70 000 ans, comme l'enseigne la science, mais il y a plus de 52 000 ans. Les preuves génétiques étaient affichées devant moi comme une carte vivante, montrant des populations qui existaient et prospéraient d'une manière qui contredisait complètement nos manuels. Mais ce n'était pas la révélation la plus choquante. L'être m'a montré des séquences d'ADN, des marqueurs génétiques que la science a détectés mais jamais complètement compris. Ces populations mystérieuses dont vos généticiens trouvent des traces, expliqua l'être, elles n'étaient pas primitives. Elles étaient avancées d'une manière que votre civilisation actuelle ne peut comprendre. Elles comprenaient une connexion entre la conscience et la génétique, entre l'esprit et la matière.
Imaginez ce que cela signifie. Et si notre ADN était plus qu'un simple code biologique? Ce que j'ai découvert ensuite sur ces motifs génétiques va complètement changer votre façon de penser le potentiel humain. Alors que la bibliothèque cosmique se transformait autour de moi, j'ai regardé l'affichage holographique révéler des motifs génétiques qui défiaient tout ce que j'avais appris dans ma formation scientifique. Un ADN humain qui portait non seulement des informations biologiques, mais des souvenirs encodés, de la sagesse et des connexions à la conscience elle-même. L'être m'a montré comment certains marqueurs génétiques étaient spécifiquement conçus pour s'activer pendant les moments d'éveil spirituel, comment notre ADN est littéralement programmé pour étendre notre conscience dans les bonnes conditions. L'orgueil de la science moderne vous aveugle à ces vérités, continua l'être. Votre technologie peut détecter ces anomalies génétiques, mais votre vision du monde matérialiste vous empêche de comprendre leur véritable objectif. Vous voyez les preuves, mais refusez d'accepter ce qu'elles signifient. La révélation m'a frappé comme une vague cosmique. Toutes mes années d'études de l'univers à travers les télescopes, toutes mes tentatives de comprendre notre place dans le cosmos par la pure science. Et voilà que l'on me montrait que les plus grands mystères étaient encodés en nous depuis toujours. Notre ADN n'est pas simplement un plan de construction de nos corps, c'est comme un disque dur cosmique, stockant la mémoire de civilisations ayant existé bien avant l'histoire écrite. C'est une bibliothèque de mémoire cosmique, une connexion à la conscience qui transcende l'espace et le temps. Alors que les visions se poursuivaient, j'ai commencé à comprendre pourquoi cette révélation m'était révélée durant mon expérience d'éclipse. L'éclipse n'était pas seulement un événement céleste que j'avais voyagé pour observer, c'était un alignement cosmique qui avait activé quelque chose dans mon propre code génétique, quelque chose qui me permettait d'accéder à ces sphères supérieures de conscience et de recevoir cette vérité profonde. C'est pourquoi vous avez été appelé à témoin de l'éclipse, révéla l'être. Les alignements cosmiques n'affectent pas seulement les planètes et les étoiles. Ils affectent la conscience encodée dans votre ADN. Vous étiez destiné à recevoir cette connaissance et à la partager avec d'autres qui sont prêts à comprendre. Les implications étaient stupéfiantes. Si l'ADN humain contient ses mémoires codées et ses connexions à une conscience supérieure, alors nous ne sommes pas simplement des animaux évolués luttant pour la survie sur une planète quelconque. Nous sommes des êtres cosmiques avec un héritage divin, portant dans nos cellules mêmes la mémoire de civilisations avancées et des connaissances spirituelles qui ont été intentionnellement cachées ou oubliées. L'être me montra plus de preuves génétiques que nos scientifiques ont découvertes, mais peinent à expliquer. Des populations dans les archives génétiques qui apparaissent et disparaissent mystérieusement. Des signatures d'ADN qui suggèrent un croisement avec des variants humains inconnus, des marqueurs génétiques qui s'activent pendant la méditation, la prière et les expériences spirituelles. Toutes ces preuves nous regardaient en face, mais notre paradigme scientifique ne peut tout simplement pas accueillir ces vérités. La séparation entre science et spiritualité est une illusion créée par une pensée limitée, expliqua le messager divin. La vraie science et la vraie spiritualité pointent vers la même vérité. La conscience n'est pas produite par le cerveau. La conscience utilise le cerveau comme interface, mais elle provient du champ de conscience pure qui connecte toutes choses. Ce que je vais partager ensuite révélera exactement comment cette connexion cosmique fonctionne de manière que la science ne fait que commencer à comprendre. La prochaine révélation de l'être a fondamentalement changé ma compréhension. Imaginez si votre cerveau ne créait pas vos pensées, mais les captait comme une antenne radio se syntonisant sur des fréquences cosmiques. Alors que cette éducation cosmique se poursuivait, je sentais toute ma vision du monde se transformer. Tout ce en quoi j'avais cru concernant les origines humaines, la nature de la conscience, la relation entre science et esprit, était réécrit en temps réel.
L'être me montra comment cette mémoire génétique pouvait être activée chez quiconque était prêt à ouvrir son esprit à ces possibilités. Les preuves ADN sont déjà là dans votre littérature scientifique, souligna l'être. Les études génétiques montrent déjà ces populations mystérieuses, ces marqueurs inexpliqués, ces séquences liées à la conscience. Les preuves soutiennent ce que je vous montre. Vos scientifiques manquent simplement de la compréhension spirituelle pour interpréter ce qu'ils ont découvert. Cette expérience m'a appris que science et esprit ne sont pas des ennemis enfermés, dans un conflit éternel. Ils sont des aspects complémentaires d'une vérité plus grande que notre perspective humaine limitée peine à englober. Les preuves génétiques de notre héritage cosmique s'accumulent déjà dans les laboratoires du monde entier. La connexion conscience-ADN est déjà étudiée par des chercheurs assez courageux pour s'aventurer au-delà des suppositions matérialistes. Alors que la vision commençait à s'estomper et que je me sentais tiré vers mon corps physique, l'être me laissa avec une dernière révélation. L'éclipse n'était pas la fin de votre voyage de découverte, mais le commencement. Vous retournerez dans votre corps avec cette connaissance et vous la partagerez avec ceux qui sont prêts à comprendre. Les alignements cosmiques s'accélèrent et de plus en plus de personnes vont commencer à accéder à ces mémoires génétiques et expansion de conscience. Je me sentais revenir à travers le tunnel d'étoiles vivantes, vers la chambre d'hôpital où mon corps m'attendait. Lorsque j'ai réintégré ma forme physique et que j'ai pris ma première inspiration de retour dans ce monde, je savais que tout avait changé. Je n'étais plus seulement un astronome étudiant des étoiles lointaines. J'étais un pont entre la découverte scientifique et la vérité spirituelle, portant en moi la mémoire génétique de notre héritage cosmique. Quand j'ai ouvert les yeux et vu l'équipe médicale célébrer mon retour à la vie, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente durant l'éclipse m'avait donné plus qu'un simple aperçu de l'au-delà. Elle avait révélé la vérité sur nos origines, notre ADN et notre connexion à la conscience elle-même. Les preuves génétiques que la science découvre ne sont pas seulement des données à cataloguer et archiver. Elles constituent la preuve de notre héritage divin, de notre dessein cosmique et de notre potentiel d'évolution spirituelle. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais elle a fondamentalement changé ma façon d'aborder à la fois la science et la spiritualité. Je comprends maintenant que l'univers n'est pas seulement une collection de matière et d'énergie suivant des lois prévisibles. Il s'agit d'une entité consciente qui a encodé sa sagesse et sa mémoire dans l'ADN même de chaque être humain. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous sommes le cosmos prenant conscience de lui-même à travers l'expérience consciente. Chaque fois que vous regardez les étoiles, vous n'observez pas seulement des objets distants. Vous reconnaissez votre famille cosmique. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de nos origines, notre dessein et notre potentiel en tant qu'êtres humains. Si notre ADN porte la mémoire de civilisations avancées et de la conscience elle-même, alors chaque personne sur cette planète a accès à une sagesse et des capacités qui transcendent ce que nous considérons comme les limites humaines normales. Les études génétiques fournissent déjà les preuves des populations mystérieuses qui apparaissent dans notre ascendance, des marqueurs inexpliqués qui s'activent durant les expériences spirituelles, des séquences liées à la conscience que la science peut détecter mais peine à expliquer. Il nous suffit de la compréhension spirituelle pour interpréter ce que la science découvre. Les preuves étaient toujours là dans les données que j'avais étudiées pendant des décennies. J'avais juste besoin de dépasser ma vision matérialiste du monde pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Souvenez-vous, nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous sommes le cosmos prenant conscience de lui-même à travers l'expérience consciente. Cette vérité est encodée dans chaque cellule de votre corps, en attente d'être activée lorsque vous serez prêt à la recevoir. Je veux que vous considériez cette possibilité dans votre vie quotidienne. Quand vous regardez les recherches génétiques sortant des laboratoires du monde entier, quand vous lisez sur les populations humaines mystérieuses,
et les marqueurs ADN inexpliqués, souvenez-vous que la science et la spiritualité pourraient pointer vers la même vérité incroyable sur qui nous sommes vraiment. Et si la prochaine percée de l'évolution humaine n'était pas technologique, mais spirituelle? Apprendre à accéder à la mémoire cosmique déjà encodée en nous? Prenez un moment pour réfléchir à votre propre relation avec la science et la spiritualité. Avez-vous déjà vécu des moments où la conscience semblait transcender le physique durant la méditation, la prière, ou des moments de perspicacité profonde? Ces moments pourraient être des aperçus de la mémoire génétique que j'ai découverte lors de mon expérience de mort imminente. Partagez vos pensées sur la science et la spiritualité dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'il y ait une vérité dans l'idée que la conscience et l'ADN sont connectés d'une façon que nous commençons seulement à comprendre? Qu'est-ce que cela signifierait pour l'humanité si nous pouvions accéder aux mémoires génétiques encodées dans nos cellules? C'est une conversation qui pourrait tout changer sur la façon dont nous nous voyons et notre place dans l'univers.